Ces caméras, elles doivent être dirigées vers les bas-côtés de la voirie pour surveiller les dépôts clandestins. Parce qu'actuellement, quand il y a un véhicule qui s'arrête, eh bien, la police est dans l'incapacité de pouvoir repérer le numéro de plaque de voiture. Alors, en ce qui concerne le programme Caméra, donc c'est un programme que nous voulons mettre en œuvre, à savoir que ces caméras puissent être utilisées par la police, mais qu'elles puissent être également utilisées par les services communaux et donc le service propreté. Je vous ai dit que l'étude était en train de se réaliser. Ensuite, on passera à un appel d'offres, donc on devra considérer que ça prendra encore plus de temps. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, toutes vos remarques, madame? Oui, on essaye. Voilà, je vous remercie. Monsieur Casban, il n'est pas prévu que les conseillers communaux interviennent à partir du moment où il y a eu une intervention du public. Ça se trouve dans le ROI, c'est très clair. Et il est ici à votre disposition. Oui, mais il est là à votre disposition. Donc si vous l'avez, vous le connaissez. Et donc il n'y a pas de parole qui soit donnée au conseiller communal dans le cadre d'une interpellation des habitants. Le service exécutif a répondu et nous allons passer au point suivant qui concerne les finances du CPAS. Merci, monsieur Casban. Nous passons au niveau du CPAS. Monsieur Vandenov, vous avez la parole. Ce que vous dites n'est pas juste, monsieur le président. Ce que vous dites n'est pas juste. Le droit d'interpellation des habitants, il y a un règlement qui est annexé au ROI. À partir du moment où l'interpellation des habitants est acceptée... Alors, vous avez l'article 80, monsieur Casban, l'article 89, paragraphe 1er. 20 personnes domiciliées dans la commune âgées de 16 ans ou moins peuvent introduire auprès du conseil communal une demande d'interpellation à l'attention du collège. L'interpellation doit être relative à un sujet d'intérêt communal, ne peut pas revêtir un intérêt exclusivement particulier et être rédigée en français ou en néerlandais. La liste de demandes d'interpellation est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance. Vous avez ensuite ici le paragraphe 3 vous dit l'exposé d'une interpellation a lieu en début de séance, le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l'interpellation séance tenante. Il n'y a strictement nulle part un article qui interdit la... Mais il n'y a pas d'article non plus qui vous donne la parole. Ça ne s'est jamais précédé. Cela ne s'est jamais fait les fois précédentes. Je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, alors que vous essayez, que vous représentez une position plus importante, ça devrait avoir lieu. Je suis désolé, c'est comme ça. Nous passons au point suivant et l'incident est clos. Merci. Monsieur Vandenov, vous avez la parole. On peut dire quelque chose ou pas? Ce qui n'est pas prévu, donc c'est vous pas... muselez l'opposition. En matière de droit, ce qui n'est pas prévu n'est pas interdit. Monsieur Vandenov, merci. Alors, moi, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, que les problèmes socio-économiques des Molenbeekois sont nombreux. Notre tâche a été essentiellement d'être dynamique, de voir les problèmes tels qu'ils se présentent et systématiquement d'essayer d'y trouver des solutions, d'essayer d'y trouver une manière de répondre aux besoins de cette population. Et quelque part, je dirais, si je peux prendre une image un petit peu spéciale, c'est que l'organisme de gestion du CPAS est un peu comme un funambule. D'un côté, il y a toutes les difficultés extrêmement importantes auxquelles les gens sont confrontés, et de toutes sortes de difficultés. Et de l'autre, eh bien, nous savons que nous gérons de l'argent public, que chaque citoyen molenbeekois donne à la communauté pour que les choses se passent bien. Et donc, notre réflexion doit être de trouver un équilibre entre les besoins à satisfaire et l'argent que la commune nous alloue. Donc, cette réflexion est vraiment extrêmement intense et nous amène d'ailleurs dans un processus dynamique formidable auquel moi j'étais particulièrement contente de participer parce qu'on ne se sclérose pas au CPAS de Molenbeek. J'aime autant vous dire qu'il faut y travailler d'arrache-pied, il faut être inventif, il faut trouver des solutions qui sont parfois dans des plans à mener à très longue échéance et on n'est pas avec le nez sur le guidon, mais on se dit dans X années, quel est le travail qui sera rentable et qui permettra
que le CPAS tire les fruits de tous les investissements qu'il a fait. Donc nous répondons aux besoins, nous faisons des extensions de services, les gens ne sont pas à saucissonner, les gens sont à prendre dans leur globalité, avec leurs problèmes d'être humain à tous les niveaux. Et donc si je songe par exemple à l'insertion socio-professionnelle que nous avons mis en place il y a à peu près 2 ans maintenant, eh bien il y a eu des tas de problèmes à régler et des réflexions par rapport, on ne sait pas s'intégrer dans une société si on n'en connaît pas la langue. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que les langues puissent être apprises? Eh bien des structures d'alphabétisation, etc. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président du CPAS, merci pour votre exposé. Tout d'abord, par rapport, vous présentez aujourd'hui le budget 2013 du CPAS. Alors évidemment, je voudrais en tout cas vous nommer, vous souhaitez bonne chance dans votre nouvelle fonction. Vous êtes le président du CPAS de cette commune pour les 6 années à venir. Je pense que le CPAS est un organe extrêmement important dans cette commune et pour ses habitants. Mme Bastin l'a rappelé à des égards, en tout cas dans son intervention. Donc je voudrais simplement vous souhaiter, M. Roland Vandenhoef, bonne chance. Je pense que je vous connais depuis de longues années. Vous avez toujours été un homme de cœur et j'ose espérer que vous continuerez à l'être à la tête de ce CPAS, parce qu'évidemment, le CPAS c'est un organe important, mais c'est surtout un service au public et à la population. Donc, vous avez dit dans votre exposé, vous avez parlé d'un budget de transition. Moi, je dirais que c'est un budget en affaires courantes. Voilà, sérieusement, vous avez des agents de liaison dans le CPAS actuel qui étaient déjà présents précédemment, Mme Bastin, mais d'autres également. C'est toujours intéressant d'avoir des organes du CPAS qui arrivent à se renouveler, à garder une continuité, mais en même temps avoir un renouvellement. Donc, je dirais vraiment le budget en affaires courantes, parce qu'évidemment, le budget qui a été réalisé par les services qui sont là, et évidemment par l'ancien président du CPAS, Christian Magirus, mon collègue et camarade Christian Magirus, et je voudrais un instant m'arrêter à lui, parce que je voudrais ici le remercier et le féliciter. Lui, toute son équipe, toute l'équipe du CPAS, l'ensemble des membres de l'action sociale, tout parti confondu d'ailleurs, toute formation politique, puisque je pense, à part évidemment les extrêmes, mais je pense que vous avez toujours, en tout cas dans ce que j'ai entendu, veillé à l'intérêt de la population, à l'intérêt des gens, à l'intérêt des personnes qui sollicitent, qui n'ont plus d'autre choix, Mme Bastin, que de s'adresser au CPAS, qui se retrouvent au bout de la chaîne, au bout des difficultés, qui n'ont pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai insisté fortement pour que l'homme de cœur que je connais reste également un homme de cœur au niveau du CPAS, même si homme de cœur peut rimer avec rigueur également et gestion, je dis bonne gestion en tout cas de la CPAS. Et donc je voudrais remercier Christian Magirus parce que je pense qu'il a eu des années très difficiles. Il a eu, lui et évidemment les gens qui l'ont entouré. Vous avez traversé des moments difficiles, des moments de critique, des moments d'attaque, mais vous avez maintenu le cap. Et Christian ne s'est pas laissé aller en tout cas à la facilité, n'a pas baissé les bras, n'a pas abandonné, jusqu'au bout, puisqu'il a préparé ce budget aujourd'hui, que vous présentez, Monsieur le Président. Jusqu'au bout, il a travaillé, il a assuré la continuité du service, donc il a été on ne peut plus responsable et constructif dans son action. Je voudrais remercier Christian Magirus et évidemment les membres de l'action sociale et l'ensemble du personnel du CPAS, parce que je pense qu'on a un CPAS de Montluc-Saint-Jean, on a un des meilleurs CPAS de la région de Bruxelles-Capitale. Ici, entre nous, on peut le dire, hein, on peut être un peu chauvin, en plus c'est la réalité, c'est vrai. On a un CPAS qui n'exagère pas dans ses dépenses, je pense qu'il est un CPAS qui gère en bon père de famille les deniers publics. Maintenant, je ne vais pas faire une analyse profonde de ce budget, je fais confiance à ceux qui l'ont préparé et à ceux qui le présentent aujourd'hui. Néanmoins, je voudrais quand même faire quelques remarques à la suite de ce que je viens d'entendre. Madame Bastin, vous avez rappelé à juste titre. Vous avez dit que la solidarité, vous avez dit que la solidarité elle a un prix. Moi j'ai même envie de dire que la solidarité n'a pas de prix.
Il faut la solidarité. C'est nécessaire la solidarité. Le CPS, c'est vraiment le dernier endroit où les gens peuvent se retrouver, peuvent se tourner vers le CPS quand il y a une difficulté, quand il y a un problème. Et il n'y a pas que le revenu d'intégration. Le CPS peut mener une multitude de politiques et d'actions. D'ailleurs, c'est le cas ici à mon message. Petite précision simplement, l'ambassadeur, parce que vous le faites chaque année, vous le faites à chaque fois, vous rappelez l'argent de la commune. Je rappelle simplement, l'argent de la commune, c'est l'argent du contribuable. Donc ça, quand même, c'est important. C'est pas l'argent de la commune qui est gentil, qui donne de l'argent CPS. C'est une responsabilité collective dans le coût de la solidarité. Je veux dire, la solidarité, c'est ça aussi. Et c'est extrêmement important. Alors moi, j'abonde dans votre sens. Vous avez demandé une section réunie. Moi, je vous soutiens dans votre demande. Je pense que, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Beaucoup de gens connaissent très peu le CPS, connaissent mal le CPS. On a besoin d'informer, à commencer par ici, certainement. Beaucoup de membres du CPS, beaucoup de membres pardon, du conseil communal sont nouveaux. Donc je pense que ce serait important, même pour les nouveaux, mais pour les anciens, également d'avoir à un moment donné un moment de discussion conviviale autour d'une présentation de ce que c'est et de ce que peut faire un CPS. D'accord? Je rappelle simplement que pour nous, socialistes, la solidarité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je voudrais aussi rappeler quelque chose aussi qui est fondamental pour nous. C'est que le CPS, le revenu d'intégration, l'aide sociale, ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de l'aumône. C'est un droit. C'est le droit à la dignité humaine. D'ailleurs, le CPS, la loi qui crée le CPS est fondée là-dessus, sur le droit à la dignité humaine. Et je voudrais vraiment le rappeler. Et je voudrais vraiment que tous ceux qui auront à gérer le destiné du CPS à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, vraiment avoir ça à l'esprit. La charité, ce n'est pas le CPS, ce n'est pas l'aumône, c'est un droit. Les gens ont le droit d'avoir un minimum de moyens d'existence, ont le droit de vivre, avoir une dignité humaine. Et ça, je voudrais quand même le rappeler fortement parce que c'est un élément qui est extrêmement important pour nous, mais je pense qu'il est très important de rappeler ici et là. Alors, moi je vais vous le dire très franchement, je ne vais pas être très long, mon groupe socialiste, nous voterons oui à ce budget. Nous voterons oui, mais. Oui, mais parce qu'on a quand même quelques inquiétudes, quelques points d'interrogation, mais on va être constructif et évidemment, on va vous encourager. J'encourage vraiment sincèrement le président, à qui je souhaite encore une fois bonne chance, parce que dans ce budget, j'ai perçu une inquiétude. Donc évidemment, on y voit le maintien d'une certaine politique. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelques zones d'ombre par rapport à la politique d'avenir. Alors je ne vais pas vous faire de procès d'intention. On votera oui, mais on vous donne rendez-vous à la prochaine modification budgétaire, parce que je pense que c'est là qu'on va voir quelles seront vos orientations, quelles sont les orientations de cette nouvelle majorité. Et l'inquiétude que j'ai, c'est la suivante, c'est par rapport au revenu d'intégration, le RIS. On n'augmente pas dans le budget, donc moi j'ai envie de dire, si je veux être positif, tiens, mais on est très optimiste. On pense que le CPS de Molenbeek va être épargné par la pauvreté qui galope et qui augmente en région bruxelloise. C'est très optimiste, très utopiste également de le penser, de ne pas imaginer une augmentation du nombre de personnes qui pourraient bénéficier du RIS. Ou alors, nous espérons en tout cas, que cela n'augure pas, si je vais être un peu plus sournois, je veux dire simplement, j'espère que ça n'augure pas d'une politique future. J'espère qu'on n'a pas l'intention, justement, on a maintenu une non-augmentation du RIS parce qu'on pense qu'on va saquer dans les demandes et dans les dossiers et qu'on va être plus draconien et plus strict. Je pense que ce CPS à Molenbeek-Saint-Jean, justement, je le disais au début, a toujours été géré convenablement en bon père de famille, parties confondues. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le CPS de Molenbeek n'a pas de leçon de recevoir d'autres. Je pense que c'est par là qu'on peut faire des économies. Donc voilà, j'ai cette inquiétude-là. Je ne vais pas tirer de plan sur la comète. On va voter oui pour ce budget et on va vous donner rendez-vous aux prochaines modifications budgétaires. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, sur le budget qui nous est présenté aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Meneer Van Dam. Ja, meneer de voorzitter. Mijn collega Tanja Dekes zal de inhoudelijke bespreking doen, dus ik zou graag hebben dat zij onmiddellijk het woord krijgen, maar ik wil gewoon
30 seconden lang iets zeggen. Je voulais juste dire que mon groupe veut formellement s'opposer à votre façon de travailler par rapport aux interpellations des habitants. Monsieur Vadin, je suis désolé, nous sommes au CPS, nous avons perdu, nous avons passé au point suivant. Il n'y a pas à interpeller sur quelque autre point que ce soit. Vous parlez du CPS, sinon je vous tire la parole. Nous voulons simplement dire que nous n'acceptons pas cette façon de travailler parce que tout ce qui n'est pas interdit, Monsieur fond, vous interpellez sur le CPS, vous n'interpellez pas sur le CPS. Donnez-moi 30 secondes et je me tais. Donnez-moi 30 secondes et je me tais. Non, je ne vous donne pas 30 secondes, monsieur Vadin, c'est non. La parole est à monsieur De Bloch. Monsieur le Président, on a le droit de réagir, c'est-à-dire... Non, je veux juste dire que si vous... Je vous retire la parole, monsieur Vadin. Vous vous tenez au point et vous gardez la parole. Vous ne vous tenez pas au point. Monsieur De Bloch, vous avez la parole. J'ai pas eu beaucoup de temps. Meneer De Bloch, s'il vous plaît. Je trouve que le président est passé et laissons parler monsieur De Bloch. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je trouve que le budget du CPS et la discussion sur l'orientation du CPS est vraiment important. Et donc ça m'a étonné quand je suis venu chercher le budget et la note de politique d'orientation politique, qu'ils n'étaient pas parmi les dossiers à consulter pour le conseil communal. Et donc c'était hier. Donc je me demande combien de conseillers communaux parmi nous ont pris la peine de vraiment regarder les documents. Si les gens ont lu les documents, ils auraient pu constater que les prévisions représentées dans le budget actuel sont complètement illusoires. Mon collègue Icazban a été gentil, pour une fois. Il change d'habitude. Non, vraiment, ils sont illusoires. Je pense que l'essentiel de ce budget CPS, c'est que c'est clairement mis sous pression des évolutions, entre autres de la politique d'activation. Donc, suite à la politique d'activation, de barrer des gens de leur allocation, de diminuer le chômage, les gens vont se trouver au CPS. À la page 124 en France, donc l'analyse financière, le CPS prévoit entre 2012 et 2013, après des années d'augmentation constante, une nette diminution du nombre de personnes touchant un ADS ou l'équivalent, je pense, d'un ADS. Je voudrais avoir et entendre comment, dans la politique, dans la circonstance économique actuelle, contrairement à la réalité économique, contrairement à la crise, contrairement à la politique d'activation, le CPS de Molenbeek prévoit dans son budget de diminuer. Deuxièmement, nous devons constater que c'est un danger réel d'un budget du CPS, dans le sens que les dernières 5 années, il y a une sous-estimation constante du budget réel nécessaire pour faire le travail. Quand on compare les montants budgétés avec les résultats finaux, on voit d'une façon conséquente une sous-estimation. Je vois que dans les chiffres, en tout cas, le Conseil qui a voté ce budget n'a pas pris ses responsabilités, n'a pas appris du passé, et de nouveau prévoit des chiffres illusoires, de nouveau prévoit une situation qui devra être corrigée pas une fois, mais je pense 2 fois. Donc, au Conseil, il y a 2 conseils, je pense. La majorité a été très fière de déposer un budget communal en équilibre. Je pense qu'ils devront recorriger cette prévision. Donc c'est une question claire
sur quoi vous vous basez vraiment de cette évolution, de cette prévision. Puis, concernant la finance, j'ai une question à poser. Je pense il y a 6 mois, ou quelque chose comme ça, il y a une question d'un problème de finance où le CPS avait récupéré des arriérés, je pense des subsides fédéraux, je pense. On a parlé d'un budget de 18 millions d'euros, dont on a parlé à un moment donné que 9 millions auraient été récupérés. Combien de ce budget a été récupéré jusqu'ici? Combien a perdu pour toujours? Et qui va prendre la responsabilité? Sur Arcadia, évidemment, cette mesure de vente des 70 lits, 40 lits avec des personnes dedans, cette mesure a été annoncée comme une économie d'1 million d'euros. Il fallait trouver 1 million d'euros. Les paroles explicites et texto du bourgmestre, et je pense du président du CPS aussi. Quand je vois le budget de Arcadia, le déficit d'année en année ne s'est pas diminué. 1,5 million il y a 3 ans, pas 2 ans, 1,5 million il y a 1 an, prévision pour 2013, déficit 1,5 million. Je voudrais comprendre pourquoi, si on a justifié cette mesure pour une mesure d'économie d'1 million d'euros, où est passé cet 1 million d'euros? Si ce n'est que pour fondamentalement juste occuper l'aile à côté des autres services. Ce qui serait vraiment vache, parce qu'on a menti aux gens sur les raisons pourquoi on a fait ça. Je voudrais intervenir finalement sur les changements au niveau de la politique menée par le CPS, au niveau de l'aide qu'elle offre aux gens, justement. Dans le texte, on voit que le montant accordé par personne diminue, en fait. Dans des circonstances où j'ai l'impression que la vie devient plus chère, je suis content de constater que les gens qui touchent de l'aide du CPS ne font pas partie des gens qui ressentent l'augmentation des prix de la vie. Parce qu'ils ont droit à, je pense, je vais chercher, un montant qui, en fait, diminue en moyenne. Donc je voudrais vous demander des explications par rapport à ça. Quand je vois que de plus en plus de gens avec une carte médicale se font refuser leur carte médicale, donc c'est sur la diminution du montant moyen mensuel, c'est à la page 22 de la note explicative. Sur la carte médicale, nous constatons avec des médecins que la politique suivie par le CPS est contraire à tout bon sens au niveau de santé, à toute bonne pratique au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'on justifie maintenant de couper la carte médicale, écoutez bien, parce que les gens ne dépensent pas assez explicite dans des justifications, dans des explications explicites sur papier noir et blanc. Les médecins, les spécialistes de la santé vous diront clairement que quand on coupe les possibilités aux gens de se soigner au moment que la maladie n'est pas encore très grave, on va ramasser
passer des frais beaucoup plus larges, beaucoup plus importants, plus tard dans le processus. Je voudrais que le CPS s'exprime là-dessus. Je voudrais finir avec quelque chose qui m'inquiète profondément, c'est-à-dire qu'à la page 28, on met en question l'entretien, c'est-à-dire la concertation qui se faisait avec des représentants médicaux, pharmaceutiques, etc. Pour l'atmosphère parfois toxique, traduction libre parce que qui régnerait à cette réunion. Mais je pense qu'un CPS doit aussi assumer que quand elle prend des mesures qui sont contraires à la santé des gens, qu'il ne faut pas attendre que les médecins laissent passer cela comme cela. Je pense qu'il serait vraiment une très mauvaise mesure que le CPS s'enlève la possibilité d'entendre ces critiques. Et j'espère qu'elle ne va pas appliquer ce qui est insinué à page 108 à 28, que cette rencontre ou cette concertation devrait être réformée ou barrée, c'est-à-dire enlevée. Et ça, c'est le message effectivement qui est donné aux médecins aux dernières réunions. Je constate qu'au niveau d'Arcadia, les médecins, les 4 médecins, 3 des 4 qui ont servi très bien cette maison de repos, pendant des années, on a coupé la convention. Je voudrais qu'on explique, hein, donc c'est ça qui a été communiqué, j'aimerais bien qu'on explique la raison, pourquoi, ces médecins, et donc je me demande si ça aurait été lié au fait qu'ils ont osé parler et dénoncer la situation de fait à l'intérieur de la maison. Oui, donc, concernant le CPS, vous savez, récemment, à l'occasion de la présentation de l'annuaire 2013 de la pauvreté, la secrétaire d'État belge en charge de la lutte contre la pauvreté, Maggie Le Bloch, a annoncé qu'un septième de la population belge, donc 15,3% de cette population, vivait en dessous du seuil de pauvreté. Je pense que les réalités molenbeekoises, vous les connaissez, que Molenbeek est considérée comme la 2e commune la plus pauvre du pays, sachant que cette pauvreté touche plus particulièrement les jeunes et les seniors. J'ai attentivement écouté Madame ici présente. Je n'ai pas un seul moment entendu parler d'une réelle politique de jeunesse qui serait menée au sein du CPS, une réflexion qui vise justement à soutenir une jeunesse qui est très souvent démunie et très souvent en difficulté. Je vois parfois on a plus tendance à vouloir investir dans une politique sécuritaire. Serait-il pas plus judicieux d'agir en amont au sein même du CPS pour justement toute une série de jeunes qui bénéficient, qui essayent de bénéficier d'un soutien du CPS. L'augmentation du prix de la vie, l'augmentation des dépenses pour le quotidien, je crois qu'il faut tout simplement le vivre. Baladez-vous dans les rayons d'un supermarché, vous vous rendez compte que la flambée des prix, la flambée des prix pour les denrées alimentaires, le coût des études, pouvoir se déplacer, pouvoir bénéficier d'un abonnement. Ces restes sont en fait, bien entendu, sont des règles islamiques. Donc le soutien aux personnes faibles, l'accompagnement, l'insertion socio-professionnelle. L'hésitation. Je voudrais, pour ma part, néanmoins, remercier tous les représentants du CPS ici et toutes les personnes qui sont actives au sein du CPS. Et je les encourage beaucoup et je leur demande beaucoup de patience, bien sûr, avec toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, à tous les dossiers, etc. Voilà. Donc, mais j'ai pour ma part 2 questions, étant donné la situation économique mauvaise, qu'on qualifie de mauvaise. A-t-on prévu dans le budget un éventuel afflux des personnes
ou des personnes exclues du chômage. Seconde question, qu'en est-il des sans domicile fixe? Donc, étant donné que pour bénéficier des allocations sociales du CPS, il faut justifier des papiers d'identité en ordre, donc un domicile fixe, un certificat de résidence. Donc ça, c'est deux questions que je voudrais poser. Et bien entendu, moi je voterai oui pour ce budget, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, un budget qui s'inscrit dans la règle islamique. Apporter de l'aide aux personnes faibles est très important. Voilà, merci. Merci, monsieur Gédé. Monsieur Van den Hove, vous allez répondre, je suppose. Donc, je vous donne la parole. Bon, il faut se rappeler de toutes les questions qui ont été posées. Bon, je vais d'abord... oui, bonne chance. Voilà, bon. Donc si... Non, mais ça va, j'ai noté, hein, ça va, j'ai noté. D'abord, j'ai pas l'intention de changer, hein, donc si je suis devenu président du CPS, c'est un choix. Donc je sais que la tâche est importante. J'ai fait toute ma carrière dans l'associatif, dans le social, et donc je crois qu'il n'y avait pas meilleure place. Mais je suis conscient aussi de l'ampleur du boulot, et je sais très bien que je rendrai des comptes. Hein. Mais je dis la première chose, c'est vrai que la personne a droit à la dignité humaine, ça c'est essentiel, c'est fondamental. Mais elle a le droit à plus que ça encore. Hein. Le premier rôle d'un CPS, c'est de faire en sorte que les gens n'y restent pas. Et donc, moi, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de développer tout ce qui est possible et imaginable pour faire en sorte que les gens ne restent pas dépendants du CPS en termes de formation, en termes d'économie sociale, en termes de toutes sortes de soutien possibles et imaginables qu'on doit rendre à la population. Donc ça, c'est ma priorité. C'est très théorique pour l'instant, j'y suis depuis 15 jours, mais je connais quand même un peu la matière, donc en tout cas je m'y engage. Par rapport aux prévisions, moi j'ai vu aussi, c'est un outil quand même essentiel que le CPS développe, qui vaut la peine d'être montré, c'est ceci. C'est un tableau de bord donc, que tous les conseillers reçoivent, donc c'est une étude qui est établie mensuellement sur l'évolution des besoins et sur l'évolution des aides. Et donc si le budget est établi, c'est sur base d'une étude qui est faite non seulement, pas sur un seul mois, mais sur une étude sur plusieurs mois de l'évolution des besoins. Et donc si on estime qu'il n'y a pas une augmentation du montant attribué, c'est parce qu'il y a une étude statistique que M. Rosen pourra confirmer, qui montre qu'effectivement, il n'y a en aucun cas une diminution des moyens par rapport aux gens, il y a une stabilisation des demandes, et c'est sur base d'une étude statistique. Donc en aucun cas, s'il y a un montant qui ne monte pas en termes d'octroi de l'aide sociale, c'est en aucun cas une diminution des moyens qui vont être donnés aux gens. Oui, donc c'est... oui. Donc, monsieur Rosen, allumez le micro qui se trouve en fait en face de vous. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend. Allez-y, oui, allez-y. Donc, en réalité, pourquoi est-ce que le montant par personne diminue? C'est parce que le profil des bénéficiaires a changé et qu'on a une augmentation, on a connu entre 2011 et 2012, une augmentation de 20% des taux complémentaires que l'on donne. Donc ce sont plus des montants complets, mais des compléments d'aide. Donc suite à éventuellement des allocations sociales qui sont en deçà du revenu d'intégration, voire des personnes qui travaillent à temps partiel et qui ont droit à une partie de revenu d'intégration ou d'aide équivalente. Mais c'est bien le profil des personnes, des bénéficiaires qui a changé. Et je crois qu'on va continuer à avoir des augmentations, enregistrer des augmentations en termes de dossiers, mais peut-être moins en termes de montant, peut-être. Alors, plusieurs personnes ont demandé les prévisions des personnes touchées par une perte ou une diminution des allocations de chômage. Monsieur Van Hove a référé à un tableau de bord.
mais elle n'a pas cité des chiffres et des prévisions. Donc je tiens vraiment à demander, c'est quoi les prévisions du nombre de personnes qui seront touchées par cette mesure à Molenbeek. Donc Jean Lavallon a mentionné, je pense, les jeunes spécifiquement, ou le Belgique. Combien? Pas de réponse. Il y a une deuxième chose qui, pour moi, n'est pas très claire malgré les réponses. Merci pour les réponses. Mais donc, j'ai posé la question sur le montant moyen qui a diminué. On m'a répondu que le nombre de personnes qui reçoivent un complément a augmenté. Alors, il faut m'expliquer, c'est aussi que je ne comprends pas. À la page 22, je lis qu'il y a le nombre de titulaires du complément a baissé de 8%. Donc, est-ce que je comprends? Indicateur clé, nombre de titulaires, moins 8%, moins 9%. Donc si vous dites que les choses ont diminué parce qu'il y a plus de titulaires qui ont une aide plus petite, pourquoi alors là il y a une diminution? Donc c'est plutôt le contraire. Le nombre de titulaires qui ont un LIS complet augmente de 11%. Donc, je ne comprends pas votre explication. Deuxièmement, donc, sur le tableau de bord, évidemment, ça m'intéressait vraiment de l'avoir à disposition. On n'a pas répondu sur le million d'économies prétendues d'Arcadia. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Merci. L'incident est clos. Nous passons au suivant. Il y a des moments où on s'indigne par rapport à certaines situations. Ici, effectivement, nous avons augmenté, comme il est de l'accoutumée, lorsque le fédéral augmente, nous ne faisons que suivre cette progression-là, cette augmentation. Ce n'est pas nous qui décidons de l'augmentation. Et je rappelle, M. Rikik, que votre formation politique dirige le gouvernement fédéral. Et donc, s'il y a des interventions à faire, c'est à ce niveau de pouvoir, et ce n'est pas au sein de cet hémicycle. Quand vous savez, la commune a des besoins en termes de fonctionnement de la commune. Nous avons des écoles. Vous vous plaignez régulièrement de la qualité de l'enseignement, du mobilier qui laisse à désirer. Mais bien évidemment qu'il faut payer ce mobilier. Et ce mobilier, il faut le payer comment? Malheureusement, grâce, entre autres, à ce type d'augmentation, que ça vous plaise ou pas. Alors, si vous voulez intervenir d'une manière efficace, faites-le d'abord au sein de votre parti. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Non, s'il vous plaît, la salle, vous n'avez pas à vous manifester. Merci. Madame Gilles Goris. Ah, pardon, attendez. Madame Thury, s'il vous plaît. Madame Thury. Je veux bien parler. Voilà. Donc juste pour répondre à M. Rikik, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais laisser ma collègue répondre, mais juste, je pense que c'est un débat important et qu'il s'agisse de 1, 2 ou 3-0, tout débat dans ce conseil communal sur les points de l'ordre du jour sont importants et s'il y a besoin de temps, prenons-le. Donc je propose que l'on passe au vote et je propose que l'on vote, on passe au vote. Merci. Qui est pour? Monsieur, il n'a pas. Monsieur le Président. Qui est contre? Monsieur le Président, le règlement nous donne la parole. Qui est contre? Monsieur le Président, le règlement nous donne la parole. Abstention. 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 Je vous lis les règlements, parce que franchement... Non, je voulais juste dire que j'avais effectivement demandé la parole avant même l'intervention de Mme Goris. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi M. Van Damme ne peut pas s'exprimer par rapport à... Voilà, il a participé à la discussion et il a envie d'avoir une réplique, tout simplement.
Alors, par rapport au point qui a été abordé, moi je n'ai pas participé au vote, donc je vous propose de recommencer ce vote après avoir entendu M. Van Damme. Pourquoi n'avez-vous pas participé au vote? Parce que j'estimais qu'il fallait donner la parole. C'est non, ce n'est pas une excuse, M. Rossin. Sinon, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir dire qu'il arrête de voter, qu'il ne vote pas pour simplement donner la possibilité à quelqu'un d'autre de reprendre la parole ou de pouvoir sortir. Vous m'avez donné du point. Alors, vous m'avez donné la parole. On vous a donné la parole. Mais M. Madame a fait la même chose que moi, il a demandé la parole avant même la réponse de Mme Goris. Le point numéro 2 est terminé, l'incident est clos, le vote a eu lieu, nous passons au numéro 3 et nous sommes au renouvellement de l'Assemblée Générale de l'ASBL Atrium Molenbeek Centre, pour lesquels il a été demandé un vote secret. Donc, quelqu'un a-t-il une question ou une remarque par rapport à ce point-là, exclusivement? Monsieur Casban? Non? Oui. Voilà. Voilà, Monsieur le Président. En fait, vous venez dire qu'on va passer un vote secret, c'est ça, au lieu de... Il y a un vote secret qui a été demandé sur le point. Tout comme pour les deux points suivants qui concernent les trois atriums. Moi, je vous demande simplement une chose, c'est qu'on... Je vais rejoindre M. Vermeulen sur sa dernière remarque, pas la première évidemment, mais la dernière remarque. Je voudrais simplement, M. le Président, que notre Président, vous fassiez respecter le règlement convenablement. Ce soir, ça fait déjà 2 fois que vous ne respectez pas le règlement. Je vous le dis calmement et posément. Simplement, voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que nous avons lancé un appel la dernière fois, M. Vermeulen et moi-même, pour avoir des débats plus courtois et plus respectueux. Je demande simplement, M. le Président, que le respect que je vous dois, de faire respecter, s'il vous plaît, le règlement. Nous avons le droit d'intervenir, nous avons le droit d'une réplique. Je pense que la réplique elle est très courte, c'est un petit peu dommage que vous n'avez pas fait, mais c'est pas grave, on va essayer de faciliter la tâche pour la suite du Conseil communal, mais je vous demande simplement, j'ai entendu le Président, c'est ce que je peux vous demander de parler sur le règlement, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pourquoi un vote secret, s'il vous plaît? Parce qu'on n'a jamais eu ça. Parce que certains ont demandé un vote secret. Certains ont demandé un vote secret. Des membres de la majorité. Des membres de la majorité ont demandé un vote secret. Voilà, merci. Et ce pour les 3 points qui viennent, le point 3, le point 4, le point 5, avec l'Atrium Molenbeek Centre, Atrium Carvel et Atrium Chaussée de Ninor. Rien contre le vote secret, simplement pour que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'il avait été décidé que des membres soient plébiscités tant au niveau de la majorité que de l'opposition. Alors moi ici j'apprends que maintenant la procédure change, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis par là, c'est que je voudrais juste comprendre pourquoi la procédure a changé uniquement. C'est même ce que je veux dire, c'est que pourquoi venir? Parce qu'on ne nous a pas prévenu que c'était une procédure secrète. Dites-nous simplement exactement pourquoi voulez-vous aujourd'hui? Oui, d'accord, j'ai compris votre question. La procédure n'a pas changé. Certains, puisqu'il s'agit d'une élection, des personnes ont demandé à pouvoir faire un vote secret. À partir du moment où cette demande a été émise, elle doit être acceptée. C'est la règle, on n'a pas le choix. Et donc, aujourd'hui, tous les candidats qui sont présentés ont la possibilité d'être élus. Ils ont besoin d'obtenir 50% des voix, plus une. Voilà, c'est tout. Bon voilà, en fait, les membres à remplacer, donc les membres communaux, donc sont M. Barkhane, MR, Mme Elbeliti, LB, M. Olivier Mailly, MR, M. Thierry Navarre, LB, tout ça c'est ex, hein, Mme Françoise Quetmans, MR, et moi-même, LB. Et c'est parce que ça, ce sont les derniers statuts de l'ASBL. Monsieur le Président, je voulais vous faire remarquer, qui datent d'après 2007, dont il était référence ici. Pardon? Ils sont en moniteur. Ils ont été déposés moniteurs en 2009 ou en 2010. Nous sommes obligés de mettre le nouveau conseil d'administration en place, donc malheureusement on est obligé de passer au vote. Donc voilà. Et pour les 6 candidats qui sont présentés sur le document. Mais à partir du moment où j'ai envoyé cette candidature, qu'on ne la prend pas en compte, j'aimerais bien juste savoir pourquoi. Et la deuxième chose, je propose qu'on puisse quand même trouver une solution, même on reviendra sur le point ultérieurement, mais nous sommes obligés de voter un conseil d'administration.
On ne peut pas laisser passer. Moi, il faut y aller. Écoutez, j'ai ici la preuve que j'ai bien envoyé cette candidature, donc je peux tout simplement la relire le 19 mars à 14h42. Voilà, c'est bien indiqué. Et je me suis adressé à la bourgmestre et au... Si. Le 19 mars. À 14h42. À monsieur Hélène Bosch et à madame la bourgmestre. Président du conseil communal et à la bourgmestre. Comme pour toutes les autres candidatures que j'ai déjà présentées. Je suis désolé, mais je n'ai pas eu votre mail. Je ne l'ai pas reçu. Ben oui, mais je l'ai devant les yeux, donc... Oui. Mais il faut... Pardon. Monsieur Casban. C'est pas qu'on allait épiloguer sur ce point. Je proposais d'ailleurs de ne pas passer au vote et de faire ça à main levée pour gagner du temps, mais néanmoins, Monsieur le Président, on a quand même constaté qu'il y avait quelques, allez, je vais appeler ça des problèmes de rodage, pour être gentil. Donc dans les procédures, il faudrait se mettre d'accord sur une procédure, parce que tantôt on envoie par mail une demande, tantôt par courrier. Moi personnellement, j'ai reçu mon conseil communal en 4 parties, je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, ceux qui veulent faire leur travail de conseiller convenablement, c'est un petit peu difficile. Vous avez tous des PC, ici je vois, ce n'est pas notre cas. Voilà, donc je pense qu'il faudrait essayer de mettre en place une procédure claire pour ce genre de choses, comme ça on ne perd pas de temps, tout simplement. Et puis, ça donne l'impression qu'on veut courir, qu'on fait la course au mandat, alors que c'était présent dans des assemblées générales, tout à fait bénévoles, hein, M. Vermeulen. Je le rappelle, encore une fois, fortement, excusez-moi d'insister là-dessus, mais j'ai fait avec courtoisie. Monsieur Casban, la proposition ici est de passer au vote des choses et on reviendra sur le point. Vous voulez dire quoi par vos avis sur le point? Mais nous devons mettre en place le conseil d'administration. Et donc on va le faire passer tel qu'il a été présenté maintenant. On ne peut pas le laisser sans conseil d'administration. Et donc je suis désolé. Non, je n'ai pas eu. Mais non, je ne suis pas contre le blocage donc de l'agence immobilière sociale. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux juste qu'on puisse me confirmer qu'on a bien reçu mon acte de candidature, qui t'a l'indiqué dans le rapport. Bon, attendez, monsieur Rossard. Il y a un petit oui, monsieur Majoros. Donc, comme vous le savez, la nouvelle majorité entend faire en sorte que les différentes formations politiques présentes au Conseil communal, y compris dans l'opposition, puissent être membres des différentes assemblées générales.